sweat the technique. Allez, retour de cette mock draft. On va aller du choix numéro 6 au choix numéro 10. Et ce sont les Phoenix Suns qui ont tiré le 6e choix. Eux aussi, ils étaient déçus. Ils pouvaient envisager de drafter en premier, de prendre Zion. C'est comme ça, ils ont tiré le choix numéro 6. Donc les Suns, au niveau de leurs besoins, ils ont plutôt évidemment besoin d'un meneur de jeu. C'est vraiment ce qui leur a manqué tout au long de la saison. Il va leur manquer aussi beaucoup de choses pour accrocher un jour les playoffs. Mais voilà, ils ont quand même Devin Booker, ils ont DeAndre Ayton. Il y a quelque chose à construire, mais il faut absolument un meneur. Devin Booker n'est pas un meneur de jeu. Donc dans cette draft, on n'a pas vraiment de meneur gestionnaire, on a du meneur scoreur, du combo parfois. Mais en termes de meneur, je dirais que aujourd'hui, c'est plutôt Julius Garland qui aurait le profil pour intégrer les Phoenix Suns. Julius Garland, c'est un joueur de petite taille, il fait 1m85, 1m88 peut-être. Il a tourné à 16,2 points, 3,8 rebonds, 2 passes et demi, pourcentage au shoot exceptionnel, 53,7% et surtout 47% à 3 points. Donc c'est un gars qui est très jeune, il a effectué que 5 matchs à l'université, il s'est blessé fin de la saison, mais c'est un joueur qui avait beaucoup de hype à sa sortie du lycée, et sur les 5 matchs qu'il a joué, il a vraiment été énorme. C'est un vrai bras à 3 points, un vrai shooter à 3 points, c'est un ball handler. Voilà, c'est un gars, la Damian Lillard, qui est capable de dribbler, d'effacer, de driver, mais aussi voilà, d'avoir un très beau step back et un shoot à 3 points très soyeux. Donc c'est un profil qui va attirer pas mal d'équipes. Là aussi, ça va franchement dépendre des workouts, parce qu'on l'a pas beaucoup vu cette année, mais il a toujours une grosse cote. C'est un gars qui peut driver, qui peut aller attirer des fautes, finir proche du panier également, et aujourd'hui c'est ce qu'on demande aux meneurs de jeu. Clairement, les meneurs de jeu à la John Stockton, Mark Jackson, etc., c'est terminé. On demande aujourd'hui en NBA de exécuter évidemment des systèmes proprement, de driver, d'aller chercher des fautes et de planter à 3 points. Julius Garland est vraiment ce type de joueur. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que ça va réellement matcher avec Devin Booker? Je sais pas, c'est des profils, voilà, il y en a un qui est un vrai shooter, Devin Booker. Il a un peu les mêmes propriétés, il est un peu plus grand. Bon, clairement, Garland est un meneur de jeu plus efficace, clairement, mais bon, je pense que les Suns, ils ont quand même besoin d'un cas expérimenté. Alors ça serait bien peut-être justement d'aller pendant la free agency chercher un meneur d'expérience qui pourrait former Garland. Ça serait intéressant. À la 6e place, c'est un peu haut certainement pour Garland, mais voilà, il y a pas énormément de meneurs type, et il en fait quand même partie. Donc moi, si j'étais Phoenix, j'irais vers Garland. Alors évidemment, comme je disais, il va falloir qu'il travaille sur la gestion du tempo. Voilà, là aussi, au niveau de l'exécution des systèmes, c'était sympa quand même de le voir à l'université, dans quelque chose d'un peu plus académique qu'au lycée. Bon, on l'a pas beaucoup vu, on a vu que 5 matchs. Mais franchement, je pense que ça suffit à ce qu'il soit drafté assez haut. Je pense que c'est un profil qui intéresse fortement les Phoenix Suns et d'autres équipes, hein, parce que si les Suns ne le prennent pas, et il y a d'autres équipes qui vont aller le choisir, à mon avis, quand même relativement haut, à commencer par l'équipe qui suit, c'est-à-dire les Chicago Bulls. Les Bulls peuvent envisager de choisir un meneur de jeu, puisqu'aujourd'hui le secteur intérieur est assez couvert côté Bulls. Ils ont pris Otto Porter qui est quand même un vrai numéro 3. Ils ont Zach LaVine à l'arrière. Il leur faut un meneur de jeu. Le projet Chris Dunn, je sais pas s'ils vont vraiment le continuer. Donc les Bulls s'intéressent forcément de près à un meneur de jeu. Et si Julius Garland n'est plus disponible, je dirais qu'ils vont aller vers Kobe White de North Carolina. Donc c'est un joueur, alors c'est un combo qui joue meneur de jeu, mais voilà, il peut être sur les deux postes. Il a tourné à 16 points, 3,5 rebonds, un peu plus de 4 passes décisives et un pourcentage un peu limite, 42% au shoot. Bon, à travailler, on va en parler. C'est un gars qui est vraiment porté sur le scoring.
clairement meneur scoreur. C'est un athlète, je dirais, légèrement au-dessus de la moyenne, mais c'est pas fou non plus. Clairement, c'est pas un gestionnaire. Là aussi, comme pour Garland, on est sur un gars qui met des points, qui drive et qui va chercher des fautes. Toujours ce même moule qui plaît évidemment et qui colle au jeu NBA aujourd'hui. Alors, je dirais dans la comparaison, on pourrait le comparer un peu à Jamal Murray, qui est moi je trouve plutôt un poste 2, mais qui a été décalé et qui est meneur de jeu et très efficace aujourd'hui. Je trouve que ça ressemble un petit peu à ça, c'est-à-dire qu'il est capable d'exécuter des systèmes, mais c'est pas non plus Jason Kidd, quoi. Voilà, c'est un gars qui va mettre des points. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Bah, comme je disais, 42% au shoot, c'est un peu léger. Après, il faut dire qu'au niveau de North Carolina, il avait quand même pas mal de ballons. Le jeu passait entre ses mains, et donc il était quand même visé clairement par les défenses. C'est assez compact. Au niveau de la raquette en NCAA, il y a un peu plus d'espace à NBA, c'est un tout petit peu plus ouvert. Ça peut réussir à ce type de joueur et en fait réussir à créer des espaces, à être un peu plus confort pour shooter. En NCAA, on a parfois des prises à 3 assez grossières, chose qu'on retrouve pas à NBA. Et voilà, un 1 contre 1, c'est un joueur quand même qui est assez étonnant. Qui a une grosse qualité. Déjà, il a une belle mécanique de shoot et surtout, il shoot très rapidement. Bon, on va dire à la Steph Curry, bon, j'exagère un peu, parce que là, c'est vraiment le summum, mais voilà, il a cette qualité de dégainer très rapidement, c'est-à-dire qu'il va passer derrière un écran, paf, c'est de suite. Si vous vous êtes fait embrouiller dans l'écran, c'est terminé, il a déjà dégagné, il a déjà marqué. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant pour la NBA, ça va forcément intéresser beaucoup de GM. Il est très jeune, c'est un gros potentiel, c'est aussi le type de joueur qui peut un peu comme Donovan Mitchell, réussir très rapidement, et c'est aussi ce type de joueur, c'est difficile à anticiper et savoir, c'est aussi un gars qui peut passer toute sa carrière entre 8 et 10 points en sortant du banc, point barre. Donc voilà, un petit peu difficile, je trouve qu'il a quand même du talent. Voilà, il est un peu foufou, il prend des shoots un peu casse-croûte parfois, donc il faut qu'il maîtrise ça. Il est jeune, il va travailler, ça serait quand même bien d'avoir un meneur d'expérience. Là aussi, c'est un peu comme pour les Suns, un gars qui va lui apprendre le métier, et un coach aussi, qui va un peu l'empêcher de faire un peu n'importe quoi. Mais c'était pas le cas à l'université, mais c'est vrai qu'il a tendance à un peu shooter facile. Donc voilà, à canaliser Coby White, mais il a en magasin tout ce que recherche aujourd'hui un general manager en tant que meneur de jeu. Un gars qui peut jouer poste 1, poste 2, créer un peu de jeu, créer des brèches et ouvrir, ça il sait faire. Aller attaquer le panier, il sait faire. Et shooter à 3 points quand il est ouvert, par contre ça rentre dedans. Bien défendu, c'est un peu plus difficile. Mais voilà, il dégaine très rapidement. Et ça va être bien travaillé cet été avec l'équipe qui va le drafter. Si j'étais les Bulls, je serais vraiment... D'abord, je prendrais Garland en premier. Je le trouve au-dessus parce qu'il a plus cette mentalité de shooter. On voit qu'il a un meilleur shoot. Garland, mais Coby White, c'est pas très loin. Je tenterai le coup. Bon, à voir. Et là aussi, ça va dépendre du combine, des workouts, etc., etc. Mais Coby White, je pense qu'il ne devrait pas sortir du top 12, hein, Coby White. Ensuite, numéro 8, on va passer à Atlanta. Et alors évidemment, tout dépendra des différents choix. Je dirais que le meilleur des profils, ce serait Culver pour Atlanta. Encore que, faut voir avec Huerter. Est-ce que Huerter vraiment va s'imposer? Je trouve qu'il est quand même intéressant. Mais bon, à voir. Moi, je dirais que Culver vraiment matcherait bien à côté de Trae Young. S'il est libre, je le prendrai. S'il n'est pas libre, puisque je l'ai fait partir un peu plus haut dans cette mock draft, je choisirai DeAndre Hunter. Un ailier de 2m02 qui a tourné la saison dernière à 15,2 points, 5 rebonds, 2 passes avec Virginia. Il a été très très fort sur le tournoi final. On l'attendait, il a été là jusqu'en finale. Il plante 27 points, 9 rebonds en finale. Il offre avec Guy aussi le titre à Virginia. Il a été vraiment très fort. C'est un gars qui est NBA ready.
au niveau de son corps. Alors, évidemment, il faut se muscler, etc. Mais ça c'est normal, c'est le lot de tous les joueurs universitaires. On devient réellement professionnel, donc voilà, c'est beaucoup plus poussé à NBA, et puis de toute façon on n'a pas le choix. Mais c'est déjà un énorme athlète, un gars qui est extrêmement rapide, délié, plutôt beau à voir jouer. Il a un shoot un tout petit peu robotique, mais pour le reste, dans ses déplacements, ses prises de décision, de position, il est vraiment impeccable des André Hunter. C'est un gars qui peut créer son shoot. On ne peut pas le laisser seul dans le corner à gauche. Il met dedans. Il a des spots comme ça, à 45 degrés également, à droite ou à gauche. Il plante assez régulièrement. J'ai dit 42%, je vais vérifier, 42% à 3 points. Il est vraiment très efficient à 3 points. Ensuite, c'est aussi c'est un gars qui peut vraiment driver. Il a cette capacité de partir main droite, main gauche. Il finit fort dans le cercle. Il est quand même très puissant. Voilà, pour son jeu d'attaque, sans être exceptionnel dans un domaine, voilà, il peut faire un peu de tout, planter des shoots, même en mid-range il met, même s'il s'approche quand même, il essaie de finir proche du panier, c'est pas sa dominante le mid-range, mais il est capable de le faire, à 3 points, etc. Donc c'est quand même assez complet sans être exceptionnel. C'est pas un gars qui mettait 28 points par match. Mais il est encore jeune, un peu moins jeune quand même que les gars que j'ai cités, puisqu'il a passé 2 ans à l'université, mais voilà, il a quand même une grosse marge de progression sur son jeu offensif. Par contre, défensivement, il est extrêmement sévère, il est vraiment très très fort, et franchement, à l'avoir dessus, c'est une plaie. Il a des bras tentaculaires, il est capable de vraiment bien dissuader. Au niveau des blocs, il passe devant, il passe derrière, extrêmement rapide. Devant, il arrive à s'imposer, à pousser son attaquant et de ne pas rentrer dans le bloc. Voilà, toutes ces choses qui sont très importantes en défense, qui se quantifient pas forcément dans des stats, mais le gars il gicle comme ça, derrière les blocs. Putain, il est chaud à arrêter. Et voilà, je me dis qu'à Atlanta, ajouter ce profil poste 3, il peut même glisser un petit peu 4, mais bon, c'est plutôt un poste 3, vrai défenseur et capable quand même de mettre des points. Je trouve que ça serait excellent pour les Hawks. Maintenant, comme je disais, j'essaie de pas trop regarder les mock drafts, essayer de me faire ma propre idée. Bah bon, j'ai quand même été checké pour voir si je suis à peu près dans le vrai, plus ou moins. DeAndre Hunter, il est parfois annoncé très haut. Il est parfois annoncé 3e, 4e, 5e place. D'autres qui le mettent un peu plus loin. Voilà. Là aussi, s'il fait des gros workouts, il peut monter très haut. Il peut partir éventuellement, peut-être chez les Lakers. Ouais, enfin, chez les Lakers, bon, ça me paraît un peu... Bon, pas très utile. Enfin bon, on verra, puis ça dépendra des moves aussi qu'il pourrait faire. Hein. Mais DeAndre Hunter, c'est un gars que je vais quand même suivre parce qu'il me plaît beaucoup, ce gars-là. Et puis, je dirais qu'il a peut-être un bon coup à jouer pour le titre de Rookie of the Year s'il atterrit à Atlanta et qu'il se chope 28-30 minutes de jeu par match. Il est capable de faire beaucoup de choses et très bien. Donc lui, il a un vrai bon coup à jouer. Puis même par rapport à d'autres joueurs, là j'ai parlé de Kobe White, Garland, etc. On a l'impression que c'est quand même des gars qui ont un énorme potentiel, mais qui se connaissent pas forcément en tant que joueurs. DeAndre Hunter, je trouve qu'il a une maturité dans son jeu. Il connaît son corps. Voilà, il fait pas n'importe quoi. Il prend pas des tirs casse-croûte. Il se prend pas pour Michael Jordan, pour le sauveur. Donc voilà, il dégage aussi ce QI basket, voilà, tout simplement. Je trouve qu'il a un vrai QI basket. Voilà, en comparaison, si je devais le comparer, bah, en gros, une espèce de Thaddeus Young, Iguodala. Voilà, c'est ces mecs qui défendent bien, qui mettent des 3, qui peuvent défendre sur des joueurs un peu plus grands, un peu plus petits, qui peuvent sortir, etc. Donc moi je trouve qu'il a un profil super intéressant. Après il faudra voir les équipes, ceux qui ciblent, s'il y a des trades, de la free agency, ça peut bouger tout ça. Mais DeAndre Hunter, je pense que beaucoup d'équipes en tout cas envisagent de le drafter et veulent le voir, quoi.
Voilà, on continue et on était au 8, on passe au 9. Et au 9, c'est Washington qui a tiré le 9e choix. Et pour Washington, bon, on va dire que on part du principe qu'ils gardent tout le monde, pas sûr, mais ça serait bien de se renforcer un petit peu à l'intérieur, hein, sur un poste 4. Et dans ces cas-là, j'irai plutôt vers Brandon Clark. Brandon Clark, c'est un gars qui est un peu plus vieux que le reste des gars dont on a parlé. Il a 23 ans, il a joué pivot et poste 4 à Gonzaga avec Hachimura. Il était plutôt poste 5 quand même, parce qu'Hachimura était sur le poste 4, 3-4. Bon, voilà, ça alternait comme ça. Et il a tourné à 17 points par match, 8,6 rebonds. Donc il a passé 2 saisons à San José, et puis une saison blanche pour être transféré du côté de Gonzaga. Ils ont été loin dans le tournoi final. Et lui, dans ce tournoi final, il a été vraiment très bon. Je dirais qu'il a presque été meilleur qu'Hachimura, qui avait une meilleure cote que lui. Bon, moi j'adore Hachimura. Il m'intrigue, ce gars-là. J'ai vraiment envie de le suivre. On en reparlera un peu plus tard de Rui Hachimura. On se concentre sur Brandon Clark. Alors, pareil, quand j'ai regardé les mock drafts, j'en ai pas fait 50, hein, j'ai regardé les mock drafts, on va dire, de référence. Brandon Clark s'est annoncé entre la 6 et la 25. Donc voilà, on s'est... Après je m'en fous, je donne mon avis, et moi je le prendrais dans les 10, parce que je trouve que autant offensivement, il est quand même assez limité. Il dunk, il joue le pick and roll plutôt correctement, il a un petit shoot, un petit spin, avec finition à une main, souvent côté droit du panier, qui est intéressant. Voilà, je pense que c'est un joueur qui tournera jamais à 20-25 points, faut pas rêver, mais Washington peut ambitionner rapidement avec un John Wall qui reviendra à son niveau, voilà, d'être un club qualifié en playoff. Finalement il n'était pas si loin que ça. On peut rajouter un gars qui va vous donner 20 bonnes minutes par match. Il sera, je pense, jamais All-Star. Peut-être je me trompe, hein, c'est tout ce que je lui souhaite, mais voilà, c'est surtout un énorme défenseur. Je trouve que dans cette draft il y a vraiment des super défenseurs, ça fait plaisir. Et voilà, il a une énorme envergure, plus de 2,10 m de wingspan, il peut défendre au sol, il est solide, voilà, vraiment solide. Il peut switcher aussi sur ses attaquants, il peut défendre sur un poste 1-2 en switchant, il n'y a pas de souci, il est suivi parce qu'il est rapide, il est véloce, et puis même sur des gros postes 4, voire des petits postes 5 pour le coup, pour une équipe qui jouerait small ball, je pense qu'il peut tenir quand même des gars. Après sur la taille, il est pas très grand, il fait je sais pas 2m4, 2m5. Voilà, défendre sur un Anthony Davis ou un Antetokounmpo, il faut le faire dans le défi physique. Bon, Antetokounmpo, personne ne le tient de toute façon physiquement, mais est-ce qu'il est capable de le tenir? C'est peut-être sa limite. Voilà, c'est son plafond peut-être à voir et à tester sur les workouts avec Brandon Clark. Mais c'est sûrement l'un des meilleurs défenseurs de cette draft. Il a des temps de réaction impressionnants. Et si on va un peu plus loin, parce qu'après, oui, il fait des contres, il prend des interceptions, il fait des blocs très costauds, donc tout ça c'est utile. Mais vraiment, si on regarde les matchs et si on se concentre pas juste sur des highlights, Brandon Clark, il est un bon défenseur parce qu'il dissuade toutes les intentions de jeu, et c'est là où ça devient intéressant, parce que moi je veux bien Dwight Howard, meilleur défenseur à NBA, etc. Moi, Dwight Howard, pour moi c'est pas un grand défenseur, il a un QI basket à ras les pâquerettes, donc pour moi c'est pas un grand défenseur. Il fait 2m12, évidemment il va mettre 2 comptes dans le match, mais sur une pace de 108, franchement, mettre 3 contre, c'est pas folie pour un gars qui fait 2,12 ou 2,14 et qui a 1m20 d'étendre. Donc on peut pas dire qu'il a un QI de fou. Et pour le coup, Brandon Clark, lui, il comprend quand même le jeu, il se déplace très rapidement, donc il est capable
in the paint, de partir comme ça, ligne de fond très rapidement, dissuader les intentions de jeu, et ben voilà, quand vous projetez de mettre un 3 points dans le corner et que vous avez un Brandon Clark qui arrive plein badin sur vous, ben ça shoot pas à 3 points, hop, ça repart, et donc voilà, c'est super chiant ce type de joueur, et c'est ça pour moi un bon défenseur. Après oui, si au passage il met 3 contre et qu'il prend 3 interceptions, évidemment, c'est encore mieux, mais il y a aussi ça qui compte, voilà, embêter les défenses en permanence et éviter de faire ce qu'ils ont prévu, d'exécuter un système bien huilé, paf, Brandon Clark, mais sans arrêt. Il était comme ça à pouvoir dissuader tout le temps ses adversaires. Bref, vous l'avez compris, je trouve que c'est un joueur extrêmement intéressant, Brandon Clark. Voilà, je sais pas en termes de stats ce que ça peut faire. Est-ce que Washington serait prêt à vraiment lui donner beaucoup de temps de jeu? Je sais pas, moi j'ai l'impression. Je pense qu'il est NBA ready, déjà il a 23 ans, donc physiquement il est quand même un peu plus près que ce qu'on a vu auparavant. Brandon Clark, moi il m'intéresse beaucoup, on verra. Il faut quand même qu'il soit capable de stretcher peut-être un petit peu, donc il faut travailler ça. Il a quand même quelques moves, pas dégueulasses, à voir. À voir. Allez, on finit avec le 10e choix, et de nouveau c'est Atlanta qui a chopé le choix de Dallas. Et si je suis Atlanta, j'irai vers un pivot, j'aimerais bien doubler Alex Len, voire même lui mettre un petit peu au-dessus. Moi j'aime bien Alex Len, mais bon, voilà, c'est pas non plus hallucinant. Et j'irai plutôt vers Jackson Hayes, pivot des Texas Longhorns. En termes de stats, l'année dernière, la saison dernière, il a tourné à 10 points, 5 rebonds et plus de 2 contres en 23 minutes de temps de jeu. Donc temps de jeu pas énorme, il sort quand même des stats. Il a une envergure incroyable, il a 2,23 m d'envergure, des mains gigantesques. Là on est sur le vrai protecteur de cercle, type DeAndre Jordan, etc. Voilà. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il se bat beaucoup. Il lâche rien, il se bat vraiment au rebond. En attaque, il met essentiellement des dunks. Voilà, donc il faut évidemment, comme je disais, qu'il développe, comme pour Clark, un shoot. Mais il n'a pas un shoot dégueulasse, on a l'impression que sa mécanique est quand même pas mal. Je pense qu'il peut bien progresser. Et voilà un petit peu un profil à la Miles Turner aussi. Donc vraiment pas mal, il est très jeune, donc il a vraiment le temps de progresser. Il fait penser aussi à Jarrett Allen un petit peu sans la touche, mais voilà, c'est un peu ce profil-là, parce qu'il court très vite, il est extrêmement rapide, donc sur le jeu en contre-attaque, en transition, il suit le joueur le plus rapide de son équipe, voire même il le dépasse, et du coup, voilà, ça donne des possibilités de finition rapide pour Jackson Hayes, très bonne, donc c'est un gars qu'il faut développer sur 2-3 ans, mais il peut commencer autour de 15, 18 minutes, 20 minutes sur sa première saison. 20 minutes c'est peut-être un peu beaucoup parce qu'il est vraiment très jeune, mais voilà, il faut qu'il apprenne le jeu, mais il a en magasin des propriétés que les general managers cherchent, du dunk, de la protection de cercle, du rebond. Voilà, pour l'instant, il ne faut pas aller chercher plus loin avec Jackson Hayes, et tout doucement, je pense qu'il peut ajouter du move, du scoring, etc. Voilà, il faut voir d'ici 3-4 ans. Voilà, c'est la fin de cette mock draft au SBA. On reviendra voilà, un peu avant la draft. J'essaierai de faire la draft complète du premier tour, et voilà, rentrer un peu plus loin, parler éventuellement de Bol, qui est quand même un profil extrêmement intéressant. Il fait un peu phénomène de foire, mais pour l'avoir vu quelques fois, ça shoot à 3 points, il a un sens du contre énorme, donc il est plutôt intriguant. On parlera de Romeo Langford d'Indiana qui est plutôt pas mal, de Rui Hachimura de Gonzaga dont j'avais parlé dans la vidéo précédente, que je trouve super bien, Nassir Little, Sekou Doumbouya, j'espère qu'il va rentrer dans le top 15 et qu'on va lui donner, en tout cas qu'on va construire un projet autour de Doumbouya, parce qu'il a des superbes qualités. Voilà, si vous voulez qu'on en discute, on peut en discuter sur le compte Twitter, en commentaire sur YouTube, comme vous voulez. Voilà, on se retrouve très bientôt, et merci d'avoir suivi ces 2 vidéos. Bye bye.